Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Vous le savez, le président de la République française est attendu ce 23 novembre à Libreville, au Gabon, pour une visite officielle. Le Gabon et la France entretiennent des liens historiques. Il est besoin de rappeler qu'une coopération qui date donc d'avant les années de l'indépendance, qui se consolide avec l'exploitation forestière, minière, pétrolière et qui s'intensifie au fil des années. C'est en 1971, pour mémoire, que pour la première fois de l'histoire, un président français foule le sol gabonais en la personne de Georges Pompidou. Emmanuel Macron s'inscrit donc en droite ligne avec ses prédécesseurs. Et en 2023, il va arriver au Gabon dans le cadre du One Forest Summit. Après le coup de libération en août de la même année, les nouvelles autorités veulent maintenir leurs relations avec Paris et se tient alors en juin 2024 à la capitale française, dans la capitale française, un forum économique Gabon-France qui note la présence du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, des assises sanctionnées par plusieurs accords dans l'optique de donner suite à ces accords. Les deux chefs d'État, Brice Clotaire Oligui Nguema et Emmanuel Macron, accompagnés de plusieurs experts, vont donc dévisser du 23 au 24 novembre courant à Libreville. Avec moi sur ce plateau, Louis-Philippe Badinga, consultant et peut-être même expert de politique française. Louis-Philippe, merci d'accepter de m'accompagner durant cette vingtaine de minutes en attendant l'arrivée du président Macron au Gabon. Merci Marielle. Alors peut-être la première question qui me vient à l'esprit, Louis-Philippe Badinga, c'est quels peuvent être les principaux enjeux de cette visite d'Emmanuel Macron en terre gabonaise? Il faut dire qu'il y a plusieurs enjeux à cette visite. Il faut déjà l'inscrire dans le cadre d'un entretien bilatéral que le président français aura avec le président gabonais. Et donc, au cours de cette visite, il est question pour le président français d'arriver avec un parterre, justement, d'investisseurs français. Mais il y a lieu aussi pour lui d'inaugurer, on va dire, le nouvel institut français, donc l'Institut français du Gabon relooké. Mais il sera également question donc d'économie, voilà, parce que la France souhaite aider le Gabon dans la reconstruction du chemin de fer transgabonais qui, ces dernières années, a pas mal souffert avec de nombreux déraillements. Il est également question de discuter environnement, étant entendu que la France et le Gabon sont engagés depuis plusieurs années sur le terrain de la préservation de l'environnement. Une visite qui intervient quand même après le retour à l'ordre constitutionnel en avril dernier du Gabon. On le sait, le pays a traversé une période de transition. Est-ce qu'il n'y a pas un autre enjeu qu'on pourrait entrevoir avec cette visite du président français? Oui, c'est la première visite du président Macron sous l'ère Oligui Nguema, donc l'ère post-transition. Mais il est question pour le Gabon ici de discuter des questions liées à la souveraineté notamment, donc à la révision d'un certain nombre d'accords. Et effectivement, parlons de ces accords. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon peut clairement penser à revisiter certains accords? Beaucoup de Gabonais se posent la question, notamment des accords militaires, Louis-Philippe Badinga. Oui, mais il faut dire déjà que... Est-ce qu'ils peuvent être mis sur la table? Parce que vous avez un peu évoqué l'agenda du président français en terre gabonaise. On parlera d'économie, on parlera d'environnement. À aucun moment, on ne parle de défense, par exemple. Non, mais en réalité, ces questions ne sont plus des questions taboues. Depuis 2010, déjà, sous l'ère Ali Bongo, le Gabon avait clairement posé de manière décomplexée les questions donc liées aux accords de coopération, notamment aux accords de défense. Ces accords ont connu une première révision et aujourd'hui, le Gabon est dans un contexte africain de plus en plus décomplexé. Et donc, récemment, il y a eu dans plusieurs pays africains les départs des éléments français, voilà, avec la fermeture d'un certain nombre de bases. Et en ce qui concerne Libreville, qui était une des plus grandes bases, voilà, le camp de Gaulle également a des effectifs très réduits. Et d'ailleurs, ce camp de Gaulle, voilà, va être transformé en une école, justement pour lutter contre la criminalité phonique et toutes ces questions en lien avec l'environnement. Effectivement, on le voit, et vous faites bien de le rappeler, par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays africains. On a vu des coups d'État marqués par la rupture en Afrique de l'Ouest, par exemple, au Burkina Faso, au Mali, qui ont demandé à la France de partir du pays. Au Gabon, il y a eu ce coup d'État appelé coup de libération. Pour les uns et pour les puristes, c'est quand même un coup d'État puisqu'il y a eu renversement d'un régime. Mais pour certains, ils hésitent encore à comprendre réellement ce qui s'est passé au Gabon parce qu'on voit que le Gabon n'a pas
rompu clairement avec, j'ai envie de dire, la puissance tutélaire d'autrefois. Oui, le président de la transition a fait le pari que ce qui s'est passé au Gabon pourra être étudié certainement par des écoles, notamment par les spécialistes de sciences politiques. Oui, quand on voit la trajectoire du Gabon après donc, le coup d'État dit coup de libération, la trajectoire du Gabon diverge avec celle des pays de l'AES, par exemple. Voilà, et on constate d'ailleurs qu'un pays comme la Guinée-Conakry, s'inspire un peu de ce qui s'est passé au Gabon. Et donc, le Gabon a fait le choix de ne pas opérer une rupture nette, comme cela a été fait en AES. Voilà. Le Gabon estime que la France est un partenaire historique, quoique les relations se veuillent aujourd'hui de plus en plus décomplexées. Mais il est question pour le Gabon de maintenir cette stabilité. Il faut reconnaître que dans le tissu économique gabonais, les entreprises françaises sont encore bien nombreuses et contribuent grandement donc à notre économie. Il y a une grande communauté française qui vit au Gabon, qui investit au Gabon, qui a de la famille au Gabon, de nombreux intérêts au Gabon. Il y a de nombreux Français qui sont devenus Gabonais et les Français vivent en bonne intelligence avec les Gabonais. Ils ne sont pas inquiétés. Il n'y a pas de sentiment anti-français prononcé ici. D'ailleurs, il n'y a pas eu de manifestation contre la France comme on l'a observé ailleurs. Voilà, mais on comprend bien que le Gabon a choisi une autre trajectoire, celle de croire qu'on ne peut pas avancer seul. On a besoin de souveraineté, certainement, mais on n'a pas l'intention d'avancer seul parce qu'en réalité, il faut avoir des partenaires, notamment la France qui est un partenaire historique, mais avec qui nous devons revisiter donc, les accords de coopération non seulement militaires, économiques, et également culturels. Pour affirmer cette souveraineté, on le voit, le Gabon a donc choisi un autre paradigme que celui des États d'Afrique de l'Ouest. Et Louis-Philippe Balinga, si vous le permettez, on va aller du côté de l'aéroport international de Libreville, l'aéroport Léomba, où je crois que le chef de l'État, Oligui Nguema, est déjà en train d'arriver. Dans tous les cas, voilà, quand la technique nous le permettra. Mais je vous propose d'aller quand même du côté de l'aéroport retrouver notre envoyé spécial Charles Ayenoué. Vous êtes sur place. Peut-être nous expliquer un peu l'ambiance qui prévaut et peut-être revenir aussi sur la quintessence même de cette visite du président français au Gabon. En effet, le président Emmanuel Macron va fouler le sol gabonais dans quelques temps. Cette visite s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'une refondation complète des relations franco-gabonaises. En effet, depuis la dernière visite du président Emmanuel Macron en République gabonaise, c'était en 2023, à l'occasion du One Forest Summit, beaucoup de changements ont été opérés au Gabon, à commencer par un changement de régime, mais surtout une transition qui a posé les jalons d'une nouvelle diplomatie basée sur l'équilibre et le respect mutuel. La présidente de la République gabonaise a d'ailleurs laissé entendre avant cet événement que le Gabon ne rejette pas la France, mais il redéfinit les règles du jeu. Cette visite officielle devait durer 2 jours a donc un pari à relever, celui d'instaurer une relation d'égal à égal entre le Gabon et la France. La France aujourd'hui considérée par les autorités gabonaises comme un partenaire parmi tant d'autres. Au cours de ce voyage officiel, plusieurs étapes vont jalonner les activités du président français en République gabonaise, à commencer ce soir par une déclaration conjointe des 2 chefs d'État au palais du bord de mer. En début de soirée, le président Emmanuel Macron et son homologue gabonais devraient s'exprimer sur l'état actuel de la coopération entre les 2 pays, mais le gros des activités du président français au Gabon est sans doute la journée du lundi 24 novembre 2025, avec à commencer dès 8 h par une tournée des chantiers initiée au Gabon par le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Va s'en suivre une séquence économique très importante à la baie des Rois, à Libreville, où plusieurs entreprises françaises et gabonaises vont procéder à la signature de conventions dans plusieurs domaines. C'est donc plus qu'une visite protocolaire, c'est tout un chapitre de l'histoire des relations franco-gabonaises qui devrait se jouer ici, à Libreville. Merci à vous, Charles Ayenoué. On vous retrouve très vite du côté de l'aéroport international de Libreville. Louis-Philippe Balinga, on a donc le contenu de cette visite du président français et on parle de refondation. Effectivement, on en parlait déjà des accords de refondation, de partenariat. Et je crois qu'il
il ne saurait tarder. Le chef de l'État gabonais fait son arrivée à l'aéroport international. On va aller le vivre en direct avec l'ambiance qui prévaut actuellement là-bas, les populations qui se sont mobilisées pour vivre cet instant également du côté de l'aéroport international de Libreville. Philippe Badinga, le chef de l'État qui a donc effectué le déplacement de l'aéroport pour accueillir son homologue. Mais avant de revenir quand même sur ces accords, c'est important de parler de cette visite et de l'opportunité de cette visite actuellement quand on sait qu'Emmanuel Macron est un peu en baisse dans les sondages du côté de la France. Oui, effectivement, en ce qui concerne donc la politique intérieure de la France, Emmanuel Macron a subi de nombreux revers, notamment la mobilisation d'une grande partie de la population française. Un peu plus de 67% des Français estiment que le temps est venu pour le président de s'en aller, mais lui a dit qu'il restera jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Il a été mis en difficulté également par des appels notamment de la France soumise à la destitution, sinon à la démission d'Emmanuel Macron. Et donc il arrive au Gabon, voilà, dans un contexte aussi intéressant, mais en ce qui concerne donc sa politique extérieure, Emmanuel Macron a marqué un certain nombre de points, notamment sur des questions comme celles liées à la guerre en Ukraine et à la guerre à Gaza. Et donc, avec cette visite africaine qui a débuté en île Maurice, donc Emmanuel Macron essaie de justement faire bonne figure, alors qu'au niveau de la France, il est assez contesté. Et on le sait, le périple du président français ne prendra pas fin ici au niveau du Gabon. Il va poursuivre en Angola avec ce sommet Union africaine-Union européenne. On l'a vu, plusieurs démissions de premiers ministres en France. On a vu une montée en puissance des groupes extrémistes, donc le Front National. On a vu l'Assemblée nationale dissoute. On a une véritable crise quand même en interne. Est-ce que derrière, ce n'est pas également un Emmanuel Macron à la recherche de finalement se repositionner sur le continent africain en revenant sur les bases historiques de la France? Emmanuel Macron a montré très tôt sa volonté de repenser la politique africaine de la France, notamment en s'adressant à la jeunesse africaine lors d'un sommet qui a fait date. Et malheureusement, malgré le comité qui a été mis en place, notamment avec Achille Mbembe, pour pouvoir justement essayer de repenser les relations franco-africaines, voilà, en ayant pour interlocuteurs principaux la jeunesse africaine, cela n'a pas marché comme il a voulu. Mais aujourd'hui, donc, cette visite africaine, j'ai envie de dire, est motivée par effectivement le sommet du G20 en Afrique du Sud. D'ailleurs, le président Macron en revient. Voilà. Et il y a également donc ce sommet de l'Union africaine. Et donc, il en profite. Et si vous voyez bien cette visite, on parle d'un entretien bilatéral, généralement dans le classique des rencontres entre chefs d'État. Généralement, on parle d'autre chose. Et là, on parle d'un entretien bilatéral. Et donc, effectivement, le président Macron pense à essayer de finir les 2 ans qui lui restent à gouverner la France en beauté. En beauté, on l'espère pour lui, mais est-ce que finalement cette visite aussi ne vient pas repositionner finalement le Gabon sur l'échiquier international? Ah oui, mais il faut dire que, vu que les différentes étapes de la transition sont quasiment achevées, le Gabon est revenu dans le concert des nations. Ouais. Il faut se rappeler déjà les positions de la CEAC, les positions de l'Union africaine, voilà, et toutes ces organisations internationales qui avaient mis le Gabon au banc du concert international. Et donc, le Gabon y est revenu. Et cette visite, en réalité, effectivement, met encore de la lumière au Gabon, dans ce Gabon où récemment il y a eu donc le procès par contumace de Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine Bongo Valentin, voilà.
Et donc, effectivement, le Gabon a sur lui des projecteurs et la visite d'Emmanuel Macron est l'occasion pour le président Elegi, voilà, de planter le décor en ce qui concerne la volonté pour le Gabon de plus de souveraineté, mais également donc de faire évoluer voilà, les relations extérieures autour des principes de respect mutuel, de coopération équilibrée. On arrivera à ces partenariats gagnant-gagnant quand on va aborder avec vous, certainement, Lufi Badinga, ce partenariat économique. Mais quand même, pour revenir sur le plan diplomatique, on a vu un Omar Bongo, en son temps, porter le Gabon et faire en sorte que Libreville soit même la plaque tournante, finalement, de la diplomatie en Afrique. Un Oligui Nguema qui s'inspire beaucoup d'Omar Bongo, qui marche sur ses traces. Est-ce qu'il aura tendance à faire le remake d'Omar Bongo? Peut-être pas côté France-Afrique, parce que c'est décrié aujourd'hui, mais comment il pourrait être dans la continuité et dans la différence? Bon, il faut déjà dire que Oligui Nguema s'est inscrit comme le disciple d'Omar Bongo. Et on l'a vu d'ailleurs, il a eu du mal à commettre le parricide. Il n'a pas liquidé le Parti démocratique gabonais qui est une création de Omar Bongo. Et donc il y a de fortes chances, il y a fort à parier qu'Oligui Nguema s'inscrive dans la lignée d'Omar Bongo, mais n'est pas Omar Bongo qui veut. Ouais. Omar Bongo, c'est 42 ans de pouvoir. Omar Bongo est arrivé au pouvoir à 32 ans, donc il a eu le temps de connaître un certain nombre d'acteurs politiques à l'échelle internationale. Il connaissait très bien la plupart des présidents français de la 5e République. Et on a vu voilà. Comment ces présidents, le ballet que ces présidents effectuaient du côté de Libreville. Oui. À son époque, Omar Bongo, tous les présidents quasiment venaient à chaque fois du côté de Libreville en visite officielle. Oui, effectivement, Omar Bongo a bâti donc sa diplomatie avec des relations très fortes avec la France. D'ailleurs, dans le précaré français, disait-on, le Gabon était un pays du précaré dans le précaré, donc c'était un des pays les plus importants parce qu'il faut dire déjà que le Gabon, producteur de pétrole à partir de 1956, c'était un pétrole qui bénéficiait quasi exclusivement à la France. Le Gabon produisait également de l'uranium. Voilà, la production s'est arrêtée en 1994, accord des cours mondiaux, voilà, la baisse des prix. Le Gabon produit le manganèse et donc toutes ces entreprises, les pionnières, ce sont des entreprises françaises. Je parle de Elf Gabon, je parle de Comilog et je parle voilà, également donc de la Comuf, qui était la compagnie, voilà, la compagnie qui produisait, donc, qui est aujourd'hui Areva, voilà, qui produisait de l'uranium au bénéfice de la France. Et donc, Libreville, oui, a la vocation de redevenir donc un véritable carrefour. Mais ce sera assez difficile parce que quand on voit le contexte africain, l'Afrique est minée par des crises majeures, notamment en Afrique de l'Ouest, où les pays de l'AES, et pas seulement, on peut y ajouter le Nigeria et les autres pays voisins qui sont en proie donc à une vague comme jamais de terrorisme. Voilà, le Gabon n'a pas beaucoup pris position sur cette question. Malheureusement, le Gabon qui a été le premier pays à aller au secours de la Centrafrique, donc dans la moitié des années 90, avec la MISAB, donc a été chassé de manière peu onéreuse de la Centrafrique. Donc il faut effectivement que le Gabon revienne dans le giron diplomatique comme acteur principal parce que nous avons un héritage justement laissé par Omar Bongo avec une diplomatie essentiellement tournée vers la paix avec donc des opérations de maintien de la paix. Une diplomatie effectivement tournée vers la paix, mais revenir quand même en un point sur cette France-Afrique décriée aujourd'hui, Louis-Philippe Badinga, est-ce qu'on a véritablement sonné le glas de la France-Afrique? Ah oui, that is the question, comme dirait
les British. Mais en réalité, c'est une question difficile. Omar Bongo lui-même ne voulait pas entendre parler de la fin de la France-Afrique. On se souvient du limogeage de Jean-Marie Bockel, voilà, qui était ce ministre français de la coopération, voilà, à la suite d'un coup de fil d'Omar Bongo. Et la question, effectivement, vaut son pesant d'or, parce qu'en réalité, il faudra bien enterrer cette France-Afrique qui, en réalité, est faite de relations incestueuses, de relations particulières des individus et qui ne profitent pas toujours aux États et au peuple. Voilà. Ouais, donc, il faut véritablement enterrer la France-Afrique. Et si Emmanuel Macron a un grand acte à poser au niveau international, ce serait celui-là à côté de la reconnaissance de l'État palestinien. On a donc vu ce sommet, vous l'avez évoqué, où Emmanuel Macron a reçu la jeunesse africaine en France, où il a discuté à bâton rompu. On a écouté aussi cette jeunesse africaine qui revendiquait finalement d'exister, non plus avec la France comme étant la puissance tutélaire, comme je le disais déjà, mais en tant que partenaire cette fois-ci des pays africains. On a écouté le président Oligui lors de son discours à la tribune de l'ONU le dire, et je m'en vais le citer: le Gabon revient devant vous avec un message clair, notre pays a changé. Comment aujourd'hui on doit percevoir ce changement dans les relations avec la France? Mais c'est déjà une relation décomplexée vis-à-vis de l'ancienne puissance colonisatrice. Et d'ailleurs, il y a un épisode qui ne nous a pas échappé, c'est celui du bras de fer avec Eramet, donc sur la transformation du manganèse sur place. J'allais en parler. Est-ce que cette visite d'Emmanuel Macron n'est pas également là pour essayer d'enterrer la hache de guerre? Oui, c'est possible. Mais elle est un peu le remake de la visite de Nicolas Sarkozy en 2010, lorsque Ali Bongo avait décidé d'arrêter l'exportation du bois brut, donc des grumes. Voilà, Nicolas Sarkozy est arrivé à Libreville parce que les intérêts français étaient menacés. On se souvient notamment de la fermeture d'une entreprise qui s'appelait Plisserol, qui était le premier producteur de contreplaqué en Europe, mais à partir du bois gabonais. Voilà, et donc c'est une entreprise qui a perdu 1000 employés, voilà, du jour au lendemain. Et donc cette visite d'Emmanuel Macron est un peu un remake, voilà, de cette visite de Nicolas Sarkozy, donc il y a exactement 15 ans, voilà, qui était venu demander une sorte de moratoire. Mais la réponse déjà d'Ali Bongo à l'époque, c'était celle de dire que les Chinois ont déjà construit les usines et si les Français ne suivent pas, ben, ce sera tant pis pour eux. Et je pense que c'est exactement le même contexte aujourd'hui. Le Gabon est résolument engagé donc dans la transformation de ces matières premières. Et donc, il est question pour la France de s'aligner parce que, effectivement, les présidents africains et le président gabonais, voilà, sont décomplexés. On le voit par exemple, la France, jusqu'à un passé récent, selon des chiffres officiels, était le premier fournisseur du Gabon avec une part de marché de 25%, mais elle a été récemment dépassée par la Chine. Est-ce que ce n'est pas également ces chiffres qui permettent aux autorités, aux nouvelles autorités de se positionner, de mieux se positionner vis-à-vis de la France? Oh, mais je pense que, effectivement, les investissements chinois ont changé la donne. La Chine a changé le monde et d'ailleurs, même les États-Unis, décrites comme la première puissance économique, en réalité, commencent à anticiper son retard sur la Chine. Et donc, effectivement, la Chine a permis à un certain nombre d'anciennes colonies de se repositionner, d'avoir un autre regard, une autre posture sur la scène internationale. Et je pense qu'il est dans l'intérêt voilà, des pays comme la France de comprendre que l'Afrique a changé. L'Afrique est désormais décomplexée. Et d'ailleurs, il suffit de voir ces jeunes générations qui sont connectées et qui ne pensent plus comme les anciennes générations. L'Afrique a véritablement changé
et ses dirigeants également. Quand on a regardé, pour revenir un peu sur la crise qu'il y a eu, ou du moins pour la qualifier de brouille, entre l'État gabonais et Eramet, on le voit, Eramet a décidé effectivement de transformer un certain niveau, je pense qu'on parlait de 200 millions de tonnes au niveau gabonais. Ils ont décidé de donner dans le top management des postes à des Gabonais. Il y a eu en tout cas certains compromis, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut véritablement parler de partenariat gagnant-gagnant? Oui, nous allons revenir sur le partenariat gagnant-gagnant, mais j'ai souri parce que cet épisode me rappelle également un épisode déjà sous Omar Bongo avec la crise post-électorale de 1993, oui. Donc 1993-1994, au lendemain donc, des élections présidentielles, voilà, dont la victoire d'Omar Bongo avait été contestée par l'opposition, oui. et que Elf, qui gérait donc le terminal pétrolier à Port-Gentil, voilà, avait décidé de partir, et Omar Bongo avait dit de toutes les manières, il n'y a pas que les Français qui savent faire le pétrole, et s'ils ne reviennent pas, on va chercher d'autres partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui... Il y a eu, Marielle, allez-y. la même chose avec le président Oligui Nguema lors de sa visite aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà, j'allais le dire, effectivement, par le président face à Donald Trump. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Oligui peut tenir ce genre de discours vis-à-vis du président français? Ce ne sont pas les mêmes relations, le Gabon et les États-Unis, le Gabon et la France. Mais d'ailleurs, il a dit aux États-Unis clairement que, Monsieur le Président, notre pays a le manganèse. Oui. Nous ne sommes pas obligés de passer par une entreprise française pour vous le vendre. Nous pouvons vous le vendre directement. Et au lendemain donc, de cette prise de parole, on a vu Eramet infléchir sa position. C'est pour dire que oui, le président de la République tient un discours fort. Et d'ailleurs même, en face de Donald Trump, il s'est montré comme un président décomplexé en disant que lui, il était un militaire, voilà, et que en réalité, il pouvait se mettre donc à la hauteur des enjeux. En tout cas, aujourd'hui, c'est un Oligui Nguema a décidé donc à changer, je le disais déjà, de paradigme vis-à-vis de la France, à hisser haut les couleurs du Gabon, à monter d'un cran vis-à-vis des partenaires historiques comme la France, puisqu'il y a à côté de nouveaux partenaires. Mais quand même, il y a toujours le mais qui subsiste dans l'opinion, Louis-Philippe Badinga, parce que lorsqu'on cite les pays qui ont pu tenir tête, finalement, à la France, ce n'est pas qu'on soit dans ce cadre-là au niveau du Gabon, mais quand même, quand on regarde un peu, on voit par exemple le Rwanda, qui au départ, pays francophone, a décidé d'abandonner par exemple la langue française pour aller décider de prendre l'anglais comme langue officielle. Est-ce qu'on pourrait arriver à ce genre de relation avec la France ou on n'en est pas là? Mais je pense que nous n'en sommes pas là. Le Gabon a fait la différence déjà avec les pays de l'AES, oui. Donc après le coup d'État militaire. Le Gabon a fait aussi la différence. Quand on prend l'exemple du Rwanda, le Gabon a fait son adhésion au Commonwealth sans faire des vagues, sans faire de rupture donc, avec la France. On va dire que nous sommes plutôt dans une politique de soft power. Voilà, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas évoluer seuls et que nous avons également besoin de la France comme un partenaire, mais plus comme un donneur d'ordre. Voilà, et donc c'est cela la différence aujourd'hui. Il faut que les Gabonais se rassurent. De nombreux présidents africains sont décomplexés aujourd'hui. Oui. La France a perdu son influence en Afrique. Il y a désormais de nombreux acteurs, notamment de pays émergents. Et ce qui fait que de plus en plus, les présidents africains ont, j'ai envie de dire, le courage, voilà, de parler à leurs homologues, franchement. En tout cas, cette arrivée du président Macron est attendue. On va faire encore un tour du côté de l'aéroport international de Libreville. Mais avant, Louis-Philippe Badinga, je vous propose de regarder un élément qui revient un peu sur les différents déplacements du président à l'étranger, puisqu'on parle de la diversification aussi des partenariats. Depuis le début de son mandat constitutionnel, le président Oligui Nguema a mis la diplomatie au cœur de son action. Une diplomatie incarnée par des déplacements ciblés, mais aussi par une série de rencontres bilatérales à Libreville qui positionnent le Gabon comme un acteur régional réengagé.
Très tôt, le chef de l'État gabonais a reçu à Libreville le président angolais Raul Lourenço. Les deux dirigeants ont abordé des dossiers majeurs, la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, la coopération pétrolière et la gestion commune des frontières, ainsi que des zones économiques. Une visite saluée comme un signal de stabilité dans une région marquée par des tensions et des coups d'État successifs. Libreville a également multiplié les échanges avec la Guinée-Conakry, le Congo et le Cameroun, où les discussions portaient sur la circulation des biens, la lutte contre les réseaux criminels transfrontaliers et la relance des projets communautaires de la CEAC. Sur le plan multilatéral, Oligui Nguema a été l'un des visages attendus de la dernière Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis. Il y a soutenu la défense des forêts du bassin du Congo, la souveraineté des pays africains dans la gestion de leurs ressources naturelles, la transition énergétique et l'accès équitable au financement climatique. Sur le plan bilatéral, le président gabonais a intensifié les échanges avec des partenaires économiques clés, les Émirats arabes unis, avec qui les discussions portaient sur la diversification, la modernisation des infrastructures et l'exploitation minière, le Maroc, où des collaborations sont envisagées dans la formation, l'agriculture et la digitalisation, mais aussi la Chine, premier partenaire commercial du Gabon dans la poursuite des chantiers structurants. À Libreville, plusieurs multinationales dont Total Energy, Eramet et Eolam ont été reçues pour redéfinir les règles d'exploitation. Le chef de l'État gabonais y défend une doctrine claire, transparence, partage équitable de la richesse nationale et révalorisation du contenu local. Dans ce contexte, l'annonce de la visite du président français le 23 novembre prochain à Libreville apparaît comme un moment déterminant. Une visite qui intervient dans un contexte de recomposition des relations franco-africaines après plusieurs critiques sur la posture française en Afrique centrale. Alors que le Gabon souhaite repositionner son partenariat sur des nouvelles bases, souveraineté et coopération économique équilibrée. À travers ses déplacements et rencontres, le président Oligui Nguema poursuit un objectif clair, réaffirmer la crédibilité du Gabon et obtenir un soutien international pour accompagner la transition et les réformes structurelles en cours. Une stratégie qui s'inscrit dans un contexte national reformé. Luffy Balinga, on l'a vu repositionner le Gabon, mais pas seulement, affirmer également la souveraineté de ces États africains. On en parle déjà depuis plusieurs années, lorsqu'on a eu accès à l'indépendance dans nos États africains. On parlait déjà de cette souveraineté des États. Est-ce que jusqu'à, on va dire, 65 ans plus tard, la question est toujours d'actualité? L'affirmation de cette souveraineté n'est pas encore assez établie pour qu'on la réaffirme encore aujourd'hui? Oui, effectivement, la souveraineté ne se décrète pas. Elle doit se construire, elle doit s'assumer également. Et donc, lorsqu'on part des années des indépendances, voilà, avec les pères fondateurs de nos indépendances, il y avait déjà cette volonté affirmée de la souveraineté, mais malheureusement, l'Afrique a subi un certain nombre, on va dire, de pressions, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les premières pressions vont commencer donc avec la guerre froide, voilà, qui va opposer le bloc de l'Ouest incarné par les États-Unis et le bloc de l'Est par l'Union soviétique. Ensuite, l'Afrique, au-delà donc de la décolonisation qui découle justement d'une nouvelle ordre mondial, l'Afrique va connaître un processus de néocolonialisation fondé donc en ce qui concerne l'Afrique francophone sur ce qu'on appelait la France-Afrique. Oui. Voilà, et donc malheureusement, l'Afrique aura du mal à pouvoir, j'ai envie de dire, asseoir cette souveraineté. Et malheureusement d'ailleurs, tous les présidents, tous les leaders politiques qui vont vouloir construire la souveraineté de l'Afrique vont être assassinés, vont disparaître dans des conditions parfois non élucidées. Voilà, on peut partir déjà même avant les indépendances avec le crash de l'avion du centrafricain Barthélemy Boganda. On peut parler, voilà, des assassinats des présidents comme Thomas Sankara. Voilà, et puis le dernier en date, celui de Muammar Kadhafi. Comme quoi, la volonté de la souveraineté
ressemble à une malédiction pour les États africains quand on voit aujourd'hui comment un pays comme le Mali est malmené par un groupe de terroristes qui aujourd'hui l'asphyxie. Voilà, et donc la souveraineté africaine est essentielle parce que si les États africains ne sont pas souverains, il va leur être difficile de pouvoir supporter les coups qui arrivent parce que il faut l'observer, l'Afrique aujourd'hui en proie à un certain nombre de guerres qui sont fondées donc sur la prédation des matières premières. Il suffit de regarder ce qui se passe au Soudan, il suffit de regarder ce qui se passe à l'est du Congo et même en Afrique de l'Ouest. Voilà, ce sont des conflits qu'il faut aujourd'hui prévenir. Et donc, en ce qui concerne le Gabon, dans le cadre notamment de la CEAC, nos chefs de l'État doivent y réfléchir parce que non seulement il y a des grandes puissances émergentes qui ont besoin d'un certain nombre de matières premières, et il faut dire que l'Afrique est un des continents qui dispose d'une grande quantité de matières premières, avec un pays comme le Congo RDC qui est défini comme un scandale géologique parce qu'il dispose d'un certain nombre de métaux rares et de terres rares. Voilà, de plusieurs métaux, effectivement. Voilà, qui sont importants donc pour le développement d'un certain nombre de technologies. Et ce monde va être de plus en plus technologique avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc l'Afrique sera de plus en plus en proie à ce genre de secousses. Et il faut que les présidents africains soient vigilants, mais qu'ils soient surtout unis. Voilà, c'est l'unité africaine qui pourra asseoir une véritable souveraineté. Mais cette souveraineté qui ne se décrète pas doit passer également par un certain nombre d'instruments, notamment la monnaie. Oui. Voilà, la question du franc CFA pose encore débat. Est toujours d'actualité également. Et est-ce que, oui, cette souveraineté ne se décrète pas, mais est-ce que la volonté politique suffit à elle seule? Parce qu'on le voit, on a parlé d'Omar Bongo en son temps, Ali Bongo même, s'il faut parler de cette interdiction d'exportation des grumes, mais aujourd'hui, Oligui, le manganèse et bien d'autres choses. Mais est-ce que la volonté politique des présidents africains suffit? Bon, c'est vrai qu'il y a encore à l'échelle africaine un certain nombre de présidents qui sont qualifiés d'être, on va dire, des turiféraires, voilà, des puissances coloniales, voilà, des ex-puissances coloniales. Mais en réalité, un bon nombre de chefs d'État veulent pour leurs États beaucoup de souveraineté. Et je pense que... D'où la révision de certains accords, finalement, puisqu'on parle du CFA, voilà, du franc CFA, par exemple. Voyez-vous, des pays comme le Tchad, que l'on croyait acquis à la cause absolue de la France, on a vu comment au Tchad, une base militaire a été fermée, notamment sur Mahamat Déby, qui pourtant a été adoubé par la France alors qu'il est arrivé au pouvoir voilà, dans un contexte politique voilà, qui n'avait pas respecté l'ordre constitutionnel. Mais à la fin, il n'est pas aujourd'hui le suppôt de la France. On a vu ce qui se passe au Sénégal, notamment avec les nouveaux dirigeants, notamment Diomaye Faye et son Premier ministre, voilà, Ousmane Sonko. Voilà, et donc il y a une volonté des pays africains d'accéder véritablement à la souveraineté. La question du franc CFA a déjà été abordée en Afrique de l'Ouest, voilà, avec cette volonté donc de sortir du trésor français donc les avoirs africains. Voilà, et malheureusement, c'est une question difficile, mais je pense qu'il faut que les États africains y pensent parce que, selon un certain nombre d'analystes, il y a un gros risque que les économies occidentales s'effondrent, notamment l'économie américaine, avec quasiment la dédollarisation des échanges aujourd'hui. Et il y en a qui ne parient pas fortement également sur l'euro. Philippe Badinga, vous allez permettre qu'on marque une courte pause puisque je ne serai pas seule tout au long de cette soirée où nous allons vous entretenir, chers téléspectateurs, sur cette arrivée, cette visite du président français en terre gabonaise. Il y aura également Jean-Cyril Ndomengue qui sera avec moi sur ce plateau, ou du moins avec qui je vais me relayer, et également d'autres invités qui viendront nous faire bénéficier de leur expertise. On marque une courte pause et l'édition spéciale se poursuit.